Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est l'un de mes fils qui m'a transmis l'information que je vous recède aussi sec. Va voir sur ton ordi, ça s'appelle bonnenote.fr. Ce site, en fait, propose à n'importe quel élève, de préférence, vous en doutez, en classe terminale ou bien entendu à ses parents, les deux ont un peu plus d'argent. On leur propose donc à travers ce Bonne Note de faire la dissertation littéraire ou philosophique, ou bien le résumé d'un livre, ou bien enfin n'importe quel devoir, moyennant évidemment finance. Et ça n'est pas donné, croyez-moi. Seules les fautes d'orthographe ou de syntaxe étant gratuites, c'est sans doute pour ça que le texte de vente en est parsemé, ce qui est embêtant pour, pour un site qui s'appelle quand même Bonne Note. En tout cas, si j'ai voulu vous en parler, c'est pour vous dire que je suis assez scandalisé. Le plus grave, me semble-t-il, c'est que j'ai jadis été enseignant. Alors, si je vous dis ça, c'est que des parents, même fatigués à l'époque, ils essayaient d'aider, même s'ils n'avaient pas fait d'études eux-mêmes, ils essayaient d'aider et ils nous en remerciaient, et leurs enfants aussi. Alors que là, voilà des parents, même fatigués par une journée de travail, ont décidé d'abandonner leurs enfants dans ce mauvais piège. Voilà pourquoi je ne vous redonne même pas l'adresse de cette escroquerie. Même à toi, je ne la donnerai pas, mon cher Alexandre. Non, rien. Non. Bon. Alors Philippe, aujourd'hui, notre invité est un homme pour lequel notre avis est comme la justice, en balance. On penche, on hésite entre l'engouement et le doute, chevalier séducteur ou arriviste médiatique. Comme héros attachant, il aurait certainement plu à Alexandre Dumas. Il est à la fois David contre Goliath, Jean Valjean, Robin des Bois, le pot de terre contre le pot de fer. Pas étonnant d'ailleurs que son livre, qu'il vient de nous présenter, soit aux éditions Don Quichotte. Mais n'est-il pas un arriviste médiatique, ambitieux, talentueux, grande gueule, maniant les réseaux sociaux et les coups d'éclat comme nul autre de sa caste d'avocats, pour une plus grande notoriété, pour faire la nique au baron des barreaux et tutoyer les sommets au risque de se brûler. Certains de ses clients sont souvent à la une des médias, empêtré dans des affaires sulfureuses. Il fait corps avec ses clients, dit de lui l'ancienne juge Eva Joly. Bon, comme il s'occupe aussi de Clara Morgan, Tristan Banon, Isabelle Adjani, on ne va pas lui reprocher de faire corps avec elle. Quoique avec Adjani, aujourd'hui, c'est... Bon, enfin bref. Alors, ses proches disent aussi de lui que c'est insensible. Marc-Olivier Fogiel, par exemple, affirme que quand il défend quelqu'un, c'est à la vie, à la mort. Il est capable de déplacer des montagnes, de menacer juridiquement un ministre pour faire avancer la cause des enfants adoptés d'Haïti. Il a aidé au rapatriement de 500 enfants légalement adoptés. Il a organisé avec l'association SOS Haïti une vente aux enchères caritatives dont les fonds servent à financer la scolarisation d'enfants vivant dans un camp à Port-au-Prince. Il vit, paraît-il, sans limite, comme s'il devait mourir demain. On dirait du Obispo, mais pas. Il n'a jamais voté, il se réclame de l'anarchie, qui pour lui n'est pas le chaos, mais la plus haute expression de l'ordre. Alors dans un pays où l'on n'aime pas la réussite, lui n'hésite pas à afficher son goût pour l'art, les belles lettres, les meubles design, et puis les voitures de sport. Ce Toulousain au sang chaud pensa, normal pour un Don Quichotte, qu'on ne devait pas le contrarier. Elle est bien celle-là. Il était un boxeur amateur, il donne d'ailleurs souvent l'impression d'avoir envie de frapper les journalistes qui le taquinent. J'espère que ça ne sera pas notre cas, en tout cas pour moi. En plus, tu as raison, c'est les pires des boxeurs. Oui. C'est-à-dire que, fait comme ça, tu as l'impression que quand il se déshabille, il fait 30 kilos. Ouais, non, mais alors, c'est des boules de muscles. Il a une belle allonge, paraît-il. Bon, moi, il sait que je suis champion du monde de Jokari et que de toute façon, je le prendrai comme avocat pour me défendre. Oui, c'est moi qui prendrai tous les coups. Voilà. Quoi. Donc, il va se tenir normalement. ou pas. Parce que, justement, il a collé une mandale au plus fameux de ses clients, Kerviel, Jérôme Kerviel. Oui, c'est sérieux. Pour qui notre invité s'est aussi transformé en magicien. Parce que Kerviel devait 4,9 milliards à la Société Générale. Et d'un coup de baguette magique, eh bien, la somme s'est transformée en 1 million d'euros. Mais notre David Copperfield des tribunaux, notre Gérard Majax des plaidoiries, notre Garcimore du droit compte bien réussir son tour et faire disparaître entièrement l'amende. Soit dit en passant, moi qui travaillais en salle de marché et qui, après l'écoute des bandes qui enregistrent toutes les transactions des traders, me suis fait virer pour la colossale somme de 40 000 euros. Eh bien, imaginez que la direction d'une grande banque n'ait pas vu que son trader avait une pause de 50 milliards. C'est un peu comme si je faisais l'amour à une fille devant ma fiancée et qu'elle me reproche après de l'avoir fait. Bref, la lutte que mène notre invité aux côtés de Kerviel lui a fait réaliser qu'aujourd'hui, en France, eh bien, la justice est à double vitesse, qu'elle n'est pas la même pour le commun des mortels que pour les nantis. Alors, Philippe, qui peut être cet invité qui fera aujourd'hui sûrement pencher la balance. Alors, de quel côté? Du côté du combat du juste ou
de l'écran de fumée. Ce que je sais, c'est que nos fidèles vont le reconnaître instantanément parce que l'émission qu'il avait animée a certainement été l'une des plus violentes, l'une des plus spectaculaires et l'une des plus justes que nous ayons jamais bouclées. C'est David Kubi, avocat. Bonjour David. Bonjour à vous deux. Donc je suis sûr que les gens vous reconnaissent instantanément. Il n'y a pas de doute. On aurait pu rajouter David contre Goliath même, là, avec ce combat. Oui, c'est pas David fini. qui gagne à la fin. Oui, normalement. tout à fait. C'est pas fini. Vous êtes d'accord, cher David, sur le montant des amendes qu'avait... C'était des dommages à intérêts, mais oui, les montants étaient exacts. 4,9 milliards. C'est ça. Qui ont Alors, été ramenés à 1 million d'euros. On en reparlera un peu plus, hein, si vous n'êtes pas venu pour ça, mais quand même, le sujet d'aujourd'hui est lié un peu à l'affaire Kerviel. Il va bien. Je suis sûr que c'est ce que se demandent en ce moment tous ceux qui nous avaient suivis. Il va le ici. mieux possible quand on est dans la situation difficile dans laquelle il se trouve, et il ira mieux quand nous aurons définitivement gagné et qu'il sera réhabilité. Je suppose que l'affaire Kerviel, en tout cas, a été pour quelque chose dans la naissance de ce livre. Hein. Ça s'appelle donc une contestation française. Alors c'est un peu mystérieux et barbare dit comme ça, mais quand vous voyez en dessous, et vous reprenez les deux premiers mots, contestation française, et qu'il y a dessous, pour une justice, une politique et une finance au service des citoyens. Vous avez compris. Ça veut donc dire que, pour vous, David, ça n'est pas le cas actuellement. La justice, la politique et les finances ne sont pas faites pour nous, citoyens. Non, elles ne le sont pas systématiquement, et c'est ce qui est dénoncé au cœur de ces pages, au cœur de ce livre. Concrètement, 2-3 exemples. Attends, une seconde avant, je voudrais parler des préfaces, parce que ça, c'est tout à fait étonnant et ça donne une idée du niveau quand même du combat que mène David Kubi. Évidemment, déjà, on a compris, seul contre Goliath, on se dit il va ramasser des coups sur la gueule. Mais c'est que vous avez mal lu la Bible. Oui, pour Goliath, oui. Mais en dessous, il y a bien déjà préface, c'est pour ça que je t'ai arrêté 2 secondes, préface de Francis Tetjen. Ça a l'air d'être un détail comme ça. Mais c'est un peu comme si moi, demain, c'est un peu trop tard, hein, j'arrivais ici avec une dédicace de Gaulle en disant, dites donc, vous me donnez la parole parce que... Et moi, hein, copain de De Gaulle quand même. Le monsieur Tetjen aujourd'hui est un des grands bâtonniers actuellement. Mais surtout, c'est d'une famille, quand on dit le nom Tetjen, pour ceux qui font de la politique, qui se souviennent, je parle des cathos là, hein, parce que c'est des gens de l'Ouest, c'est son père qui a créé le MRP. C'était déjà quelque chose à la Libération, ça a l'air de rien, mais ça a été le grand parti de droite. Comme on s'approche de nouvelles élections, j'en dis pas plus parce que depuis ça a été bien bouleversé. Mais ce même Francis Tetjen est donc... le préfacier, et son papa à lui, a été le premier ministre de la Justice, justement, et au sens le plus large, hein, de Gaulle. C'était en 1944, quand De Gaulle a fait revivre la France. Eh bien, le premier juge des juges, ça a été monsieur le papa Tetjen. Donc, le Francis Tetjen vous fait une très belle préface quand même. Hein. Vous êtes d'accord? Ah oui, je suis vraiment d'accord. Oui. Il est d'accord avec vous, alors que il est d'accord avec vous pour dire que c'est pas possible de continuer à avoir une... Je crois que monsieur le bâtonnier Francis Tetjen, qui m'a effectivement fait l'honneur et le plaisir de cette préface, partage, sans violer le secret de nos échanges entre amis, mais partage un grand nombre des constats portés dans le livre que j'ai écrit. Et puis, quand il n'est pas d'accord, il le dit aussi, oui. Donc il n'est pas nécessairement d'accord avec Mais avant tout. D'aller plus loin, petit détail au début, un livre, quand on l'ouvre, hein, quand même, hein, je remonte bien pendant ce temps, quand on l'ouvre, on est toujours frappé, éventuellement par le titre, par la photo, puis par les premières pages. Et la préface, il y en a une deuxième. Et la deuxième, elle est fantastique, c'est vous qui l'avez écrite. Et dedans, je vous laisse expliquer ce que vous avez écrit dans En fait, quand on a pris la décision avec mes éditeurs au sein des éditions Don Quichotte de publier ce livre, le tout premier texte que j'ai écrit, avant même que d'avoir écrit le livre, était un tout petit texte. Je pense que c'est à ça que vous faites référence, Philippe. Vous voulez dire, c'est pas une préface. Mais pour moi, je l'ai pris comme une préface ça arrive. J'entends bien, mais ça arrive dès le début du bouquin. J'avais écrit ça et ça s'appelait Conversation imaginaire. Ça s'appelle Conversation imaginaire avec mon éditrice. Et tout à la fin du livre, j'ai rappelé à mes éditeurs que j'avais écrit ça et j'ai demandé s'ils étaient d'accord pour que ça ouvre le livre. Et ils étaient évidemment d'accord. Et donc, il y a cette conversation imaginaire avec mon éditrice qui tient lisez-la, en une page. Oui, allez-y. On va lui passer le livre.
Non, non. Parce qu'il les a tous mais vendus, les siens. Oui, mais il s'en souvient quand même bien. Oui, je m'en souviens. Si vous voulez, sans la lire, ça... Je me mets à la place de l'éditrice. Je vais bien le faire, moi, tu vas voir. Je me mets à la place de l'éditrice. Elle vous demande, à vous, elle a lu le bouquin. Donc, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent là que ce bouquin est une bombe, réellement une bombe. Et c'est pas une bombe qui explose comme ça. Ça va durer des années. C'est un livre fondateur. Hein. Je crois que ça durera tant que les problèmes qui sont soulevés dans le livre ne seront pas réglés. Alors, dans la conversation imaginaire imaginée par monsieur, jusqu'où accepterez-vous d'aller, demande l'éditrice. Jusqu'où il faudra. Pourquoi? Parce que ce récit est conduit par un dégoût. Mot très important, dégoût. Ça a l'air bien comme ça, propre, etc. Oui, mais je dois savoir jusqu'où vous irez. Eh bien, jusqu'à l'écrire avec de la merde sur les murs d'un orphelinat. Voilà pourquoi il ne voulait pas la lire lui-même. C'est pour ça. Il va écrire ce bouquin, dit-il à son éditrice, jusqu'à l'écrire avec de la merde sur les murs d'un orphelinat. Pourquoi de la merde et pourquoi sur les murs de l'orphelinat? Un orphelinat parce que ce qui est dénoncé dans ce livre nous rend, nous, Français, et je suis particulièrement fier d'être un Français, on a déjà eu cette conversation ensemble, mon cher Philippe, nous rend orphelins des valeurs fondatrices de la République et de la démocratie. Ça, c'est pourquoi un orphelinat. Et pourquoi avec de la merde? Parce que je pense qu'il faut parler la langue de nos adversaires. Parce que vous pensez qu'ils nous mettent dans la merde tous les jours, eux. Je pense que c'est ce qu'ils manient, oui. Allez, à toi. On se fait une petite pause. Ok. On se retrouve dans quelques On instants. a beaucoup de choses à lui demander.